Max Verstappen va-t-il vraiment quitter la F1 ? Rien ne fonctionne pour lui en 2026. Yeah, the car just locked on the rear axles. Fantastic. Et il ne cesse de répéter qu'il touche à sa fin. I don't know. Mais qu'est-ce que son départ pourrait changer ? Y a-t-il dans l'histoire des pilotes qui ont déjà marqué une telle rupture avec leur sport ? Vettel a quitté la F1 par conscience écologique. There is no alternative. Stoner a quitté le MotoGP, usé par le championnat. I will be finishing my career at the end of this season in MotoGP. Loeb et Rossi ont failli tout quitter par pur plaisir, tout proche de se retrouver sur une grille de F1. Est-ce qu'on n'essaierait pas de mettre le champion du monde des rallyes dans une F1 ? Alex Espargaro, lui, a changé complètement de monture. Désormais, pilote en cyclisme. Mucha gente, las preguntas más grandes que hacen. La course nous réserve parfois des surprises, des fins de carrière inattendues, des trajectoires imprévisibles. Et c'est exactement le thème de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi certains pilotes ont été voir ailleurs. J'aime bien cette formulation « ont été voir ailleurs » parce qu'en vrai, quand je vois Max Verstappen en endurance ou Rossi en F1, j'ai un peu l'impression qu'ils trompent leur discipline. Je sais, ça n'a pas de sens et ils ont bien raison de se renouveler, mais moi, ça me fait bizarre. Je sais pas si je suis le seul, mais au moins, c'est dit d'entrée. Et on va essayer de comprendre tout ça. Parce que, ouais, une carrière, c'est long. Alors, autant en profiter. Alors installe-toi, clique sur le bouton s'abonner si t'aimes bien mes vidéos. On est bientôt 200 000, c'est énorme. Pense à mettre un petit commentaire. Et nous, on commence avec notre premier chapitre, brûlant. Que se passe-t-il quand le pilote le plus doué de sa génération finit par détester le sport qui l'a fait roi ? Max Verstappen is a four-time Formula One world champion. Il a débarqué en Formule 1 alors qu'il n'avait même pas encore le droit de conduire sur la route. Max Verstappen, il rigole, c'est incroyable à quel point il est détendu. Il a 17 ans, il devrait stresser, c'est son premier Grand Prix, bien non, il fait comme si tout était normal. 17 ans, 5 mois et 15 jours. You were born in 97? Yeah. Jeez. C'était tellement insensé que la FIA a dû réécrire le règlement juste après son passage. Désormais, 18 ans minimum est permis obligatoire. You feel ready for this? I hope so. We'll see. Verstappen a été si précoce qu'il a créé une règle. Et pour moi, c'est pas la règle Verstappen. Dès son arrivée, Max, quand on y pense, a fait changer le règlement de la F1. Yeah, I think the age doesn't really matter. Quand on sait aujourd'hui comment il met la pression sur cette nouvelle réglementation, c'est dingue. En fait, Max a toujours fait bouger les règles. C'est comme si tout était écrit. C'est un monstre. Plus jeune au départ, plus jeune dans les points. Et en Espagne en 2016, lors de sa toute première course avec Red Bull, Max Verstappen, you are a race winner. Fantastic. What a great debut. Great job. à 18 ans et 7 mois, il devient le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix de l'histoire. Appelez-le génie, appelez-le légende, appelez-le comme vous voulez, mais aujourd'hui, on est obligé de l'appeler vainqueur de Grand Prix de Formule 1. Il a littéralement pulvérisé tous les records. Aujourd'hui, il a beau être encore jeune sur le papier, c'est un vieux de la grille. 12 saisons, seulement 4 pilotes font mieux cette année. Techniquement, avec son talent, il a encore tout pour régner sur le sport pendant au moins 10 ans. Il nous l'a prouvé l'année dernière. You can call me Chucky. Here's Chucky. Mais ce qu'il faut comprendre avec Max, c'est qu'il est pas comme les autres. Lui, il s'en fout du storytelling. Il se moque de sourire pour les caméras, de faire le show ou de donner du contenu pour Netflix. Il veut juste un volant, 4 roues et un moteur pour aller plus vite que les autres. Mais voilà, je pense pas trop mouiller pour dire qu'en ce moment l'ambiance chez Red Bull est irrespirable. Et au centre de cette tempête, on trouve Max. Ce n'est même plus des bruits de couloir, vous savez que la menace de son départ n'a jamais été aussi réelle. I don't know. Pour comprendre ce qui se passe, il faut se transporter au Grand Prix du Japon du week-end dernier. A four-time world champion refusing to speak until a reporter leaves the room. La scène qui s'est déroulée en salle de conférence de presse est folle. Max s'installe, il balaye la salle du regard et son visage se fait. Il repère un homme précis parmi les journalistes. Cet homme, c'est Jill Richards, un Britannique du prestigieux journal The Guardian. Max stoppe tout et il le fixe. C'est là qu'il lâche une bombe. Je ne parle pas avant qu'il parte. Le journaliste demande si c'est sérieux. Verstappen confirme que oui. Throwing a journalist out of a media briefing ahead of the Japanese Grand Prix. Le journaliste demande si c'est à cause d'une question posée l'année dernière à Abu Dhabi. Verstappen répond par l'affirmative. Il lui indique directement la porte de sortie. Le journaliste finit par quitter la salle et là, Max lâche. Maintenant, nous pouvons commencer. C'est clairement du jamais vu. Expulser un journaliste en point presse, c'est d'une rareté absolue en Formule 1. Mais pourquoi une telle haine ? Pour le comprendre, il faut revenir à la fin de saison 2025. Une saison où Verstappen a perdu le titre mondial face à Lando Norris pour 2 points. 2 points qui se sont évaporés en grande partie lors du Grand Prix d'Espagne, où Verstappen s'est accroché avec George Russell et commande une pénalité de 10 secondes qui l'a fait chuter au classement. Oh, quel vilain geste
Alors, lors de la dernière course en 2025 à Abu Dhabi, ce fameux journaliste, Jill Richards, lui avait demandé s'il regrettait cet accrochage en Espagne. Le sous-entendu était clair, c'était là qu'il avait perdu son titre. Max a très mal perçu cette question. Ça l'a rendu fou qu'on puisse résumer une saison de 24 courses à ce seul incident, tout en lui adressant un sourire qu'il a jugé stupide. Mais attention, cette rancœur médiatique, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Yeah, practicing a bit of Mario Kart actually. Si Verstappen est au bord de la rupture, c'est surtout à cause de ce que devient la Formule 1. Donc on a envie que ça s'arrête, mais bon, c'est comme ça. Je me répète pas, le règlement 2026, c'est une révolution totale. We are changing the chassis, the engine, the battery, the tires, the sporting regulation. Liberty Media, le propriétaire américain, veut clairement toujours plus de show. Le règlement est directement pointé du doigt, jugé dangereux, pas dans l'esprit de la course. On n'aime pas les circonstances dans lesquelles ce break arrive, mais je pense qu'il arrive au bon moment quand même. Genre, vous êtes Max Verstappen, vous roulez à 300 km/h en pleine ligne droite, et la voiture ralentit tout seul pour générer de l'énergie. Ouais. Je me fais doubler dans la ligne droite, c'est juste tellement nul. C'est contre nature, et ça plaît pas du tout à un pilote qui aime depuis toujours le pilotage brut. Why is it so slow? Alors Verstappen n'a pas mâché ses mots. To me, it looks pretty terrible. Il a qualifié ses nouvelles monoplaces de Formule E sous stéroïdes. Like Formula E on steroids. Chez Red Bull, on a bien tenté de calmer le jeu, assurant qu'il n'y avait aucune volonté de départ de la part de Max. Mais les faits sont là, si la machine devient un ordinateur sur roue, dicté par des règles artificielles juste pour faire de l'audience, il partira. Well, definitely closer to the end, that's for sure. Il l'a dit lui-même, ce règlement n'aide pas ses chances de rester. Let's say like that. Les rumeurs d'une année sabbatique en 2026 pour observer les dégâts de loin et revenir en 2027 enflent de plus en plus. Who cares? Qui s'en fout de faire 24 fois le tour du monde par an pour courir après un nouveau titre? Qu'est-ce que ça peut faire? Quand j'aurai 60 ans ou peu importe, je me fiche d'avoir gagné 4 ou 8 titres. Ce que je veux, c'est vivre ma vie. On en a qu'une, et j'ai pas envie de passer 25 ans de mon existence à piloter une voiture. Vous voyez? Je veux aussi profiter de la vie et découvrir ce qu'il y a ailleurs. Et très franchement, s'il lâche le volant d'une F1, c'est pour aller ailleurs, et notamment en endurance. Là-bas, il prend clairement son pied. Le sourire est de retour, et ses apparitions ne se font plus rares. On ne parle pas d'une pré-retraite, il est en train de se construire un véritable empire, loin des circuits de Formule 1. Will you drive more and let us know that F1 is cancelled? I'll try. Prenez le Nürburgring, un circuit banni de la Formule 1, jugé trop dangereux. En mai de cette année, il débarque sur les 24 heures avec une Mercedes. Il tourne complètement la page, littéralement son écurie rivale en Formule 1. Ici, Max retrouve clairement l'instinct du pilote. Évidemment, on peut très probablement penser que Max s'alignera aussi aux 24 heures du Mans. En bref, tous les signaux indiquent en effet, et je suis désolé, que sa fin est proche. Le pilote le plus talentueux de sa génération devrait bien quitter les grilles de Formule 1. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne reviendra jamais. D'autres pilotes avant lui ont flirté avec des changements de carrière. On connaît tous les tests impressionnants de Sébastien Loeb avec Red Bull en 2008. L'idée à la base était de faire une séance d'essai comme on a fait. Suite à mes résultats à ces essais-là, Red Bull s'était dit tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas de mettre le champion du monde des rallyes dans une F1 ? Attention, gauche, non, ça, et droite à fond, sur... C'est la même chose, mais le résultat sera le même. C'était assez inattendu pour moi sur le moment quand on me l'a proposé. Le nonuple champion du monde était tellement rapide que Toro Rosso a sérieusement envisagé de le faire courir au Grand Prix d'Abu Dhabi en 2009. Oui, effectivement, je pense qu'on n'était pas très loin d'en faire au moins un, mais par contre ça s'est pas fait. Ça aurait été dingue. Malheureusement, la bureaucratie de la FIA a brisé ce rêve en lui refusant sa super licence sous prétexte qu'il n'avait pas d'expérience récente en course. Oh, il s'embête pas, hein. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, il y a plus de questions, il y a plus de réponses. En fait, Seb ne voulait pas quitter le rallye. Il voulait faire les deux championnats en parallèle. C'était tous les week-ends en fait. Rigueur avec quelques clashs au milieu, mais sinon ça voulait dire tout le temps quoi, tous les week-ends. Donc, Il aurait aimé faire une saison complète en F1. Et on sait tous que Sébastien aurait largement eu sa place. C'est un de mes plus grands regrets de ne jamais avoir vu ça. J'étais pas au niveau non plus d'aller me battre pour la victoire sur un Grand Prix de F1 en arrivant quoi, mais par contre de vivre les sensations, ça aurait pu être quelque chose de sympa. Même histoire avec Valentino Rossi. Salut à tous, bienvenue dans les dossiers d'Infosport. Valentino Rossi doit-il rejoindre la Formule 1 ? Qu'est-ce qui pourrait maintenant le pousser à continuer en moto ? Et est-ce qu'il va continuer ? Il a testé la F1 à plusieurs reprises, invité dans le plus grand des secrets par Ferrari. Dès 2004, il claque ses premiers tours avec le casque de rechange de Schumacher. Mais le vrai séisme, c'est 2006, lors des essais de pré-saison de Valence. La piste est blindée de pilotes talentueux. Et au milieu de ce casting surréaliste, le docteur. Il compare ses datas avec ni plus ni moins que Michael Schumacher lui-même. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Le Baron Rouge tape un 1.11.640. Rossi, au volant d'une monoplace OV10 bridée, sort un 1.12.362. C'est à cet instant précis que le monde des sports mécaniques a failli basculer. Frente de la macchina, de la moto? Sì, è come giocare a basket o a calcio. Le scénario aurait été dingue, mais le transfert ne se fera jamais. Trop risqué. Ma guarda, penso che sia molto difficile. Il y aura bien une ultime fenêtre de tir en 2009. Cette année-là, Felipe Massa se blesse gravement. Le baquet Ferrari est vide pour le mythique GP de Monza. On est en Italie, alors Ferrari appelle Rossi. Il connaît le circuit, mais sauter dans une F1 sans le moindre test, c'est trop risqué. Malheureusement, l'année suivante, lors du GP de Mugello, Rossi chute lourdement et se blesse. Il met un terme à sa saison 2010 et par la même occasion, brise ses espoirs de Formule 1 qui auront duré près de 6 ans. Ça aurait été fou de voir un tel transfert dans l'ère moderne. Vous pensez que qui s'en serait mieux sorti? Loeb? Rossi? En fait, les changements de discipline, il y en a eu plein comme ça. Raikkonen en rallye, lassé par les médias en F1. Non. Il a dit qu'il prenait plus de plaisir dans les champs que sur les circuits. Push the rear down! Down! The rear down! Romain Grosjean en IndyCar après son terrible crash en F1. A décroché hier soir sa première pole position. Je trouve encore une fois que j'ai pas oublié, je sais toujours comment piloter. Inside! Romain Grosjean wheel to wheel with Scott McLaughlin for the lead! La couronne revient assurément à Fernando Alonso. Lassé par une F1 qui ne lui donnait plus de monoplace pour gagner à la fin des années 2010, il part braquer les 24 heures du Mans et le gagnera à 2 reprises. Mais ça suffit pas à Alonso, il veut la triple couronne. Fernando Alonso will be driving the Indianapolis 500 this year. That sounds pretty good, doesn't it? Alors il file en IndyCar pour affronter les murs de l'Indy 500 à plus de 350 km/h de moyenne. It's different. I'm enjoying because this is one race in the year. I don't know how you can deal with this every single race, but Et comme si l'asphalte ne le suffisait pas, il s'engage au Dakar. Il passe de Monaco aux dunes d'Arabie Saoudite, c'est lunaire. Et il termine 13e. Je crois que je peux être compétitif dans n'importe quelle catégorie avec un moteur, donc je suis content. D'ailleurs, il a avoué que son rêve était de gagner un jour le Dakar. Alors, quelque chose me dit que je sais où il ira après la Formule 1. Si je le refais dans le futur, ce sera pour le gagner, pour ajouter une victoire importante à ma carrière. Enfin, tout n'est pas toujours si rose. Parfois, certains pilotes ne reviennent jamais à la compétition. C'est peut-être aussi ce qui attend Max, un aller sans retour. En tout cas, le cas Verstappen n'est pas sans rappeler celle d'un pilote MotoGP qui a fini écœuré par la course. Casey Stoner. Ce prodige a conquis 2 titres mondiaux en 2007 et 2011. Casey Stoner is the 2007 MotoGP World Champion! Son talent était dingue, capable de tenir tête aux meilleurs aussi. Et pourtant, en 2012, à seulement 26 ans lors d'une conférence de presse au Mans, il lâche la bombe. I will be finishing my career at the end of this season in MotoGP and go forward in different things in my life. Il arrête tout à la fin de la saison. Officiellement, il disait ne plus prendre de plaisir et détester la politique du championnat. And I just lost the passion for the sport. You know, it's supposed to be there because you want to be there, and I felt like I was there because it was a job. Les critiques l'ont alors accusé de manquer de mental. Mais la vérité était enfouie, bien plus sombre et douloureuse. Stoner souffrait en silence. En fait, Stoner était épuisé. Au début de sa carrière, on a mis cette fatigue sur le compte d'une intolérance au lactose. Faut manger de la soupe. Mais bien après sa retraite, il a enfin brisé le silence. Telling the public that I've got ME, CFS. Il a été diagnostiqué avec un syndrome de fatigue chronique. La réalité, c'est que la compétition le brisait mentalement et physiquement. Son corps ne récupérait plus. Pire encore, il a avoué avoir souffert d'une anxiété paralysante tout au long de ses années de succès. Un stress si fort qu'il lui bloquait les omoplates. Plus son week-end de course se passait bien, plus l'angoisse montait. J'étais littéralement recroquevillé sur le sol du motorhome, malade comme un chien, l'estomac noué, je voulais mourir, je ne voulais pas rouler. Ce sont ces mots. Le stress de décevoir son équipe le rongeait de l'intérieur. Stoner a quitté le MotoGP, non pas parce qu'il n'était pas assez rapide, mais pour sauver sa propre vie et sa santé mentale. Et puis à l'inverse, il y a ceux qui n'arrivent tout simplement pas à décrocher. Mucha gente. Las preguntas más grandes que hacen. Prenez Aleix Espargaro. Aleix Espargaro wins an absolute classic Silverstone MotoGP race. Plus de 260 départs en MotoGP. Une légende. Sauf que à côté de ces départs, Aleix s'est toujours entraîné en vélo. Il s'infligeait plus de 200 km par an entre les courses. Alors forcément, quand il décroche en 2024, la suite paraît presque logique. Cette vidéo tourne en boucle sur internet.
Et c'est lui. Le mec est sur un vélo, mais on dirait qu'il prépare un freinage au bout de la ligne droite du Mugello. Sur les réseaux, c'est la guerre des commentaires. Ça hurle au danger public, d'autres adorent le style de cet ancien pilote MotoGP. C'est assez fou, mais c'est normal. Comment voulez-vous expliquer à un type qui a passé 15 ans de sa vie à se battre au millimètre avec des monstres du MotoGP qu'il doit gentiment rester sagement planté derrière un SUV de tourisme dans une descente de col? Pour Aleix, ça, c'est juste de la lecture de piste. Sauf que dans le monde du cyclisme, ça coince méchamment. L'équipe américaine Lidl Trek, dont il est toujours ambassadeur, a immédiatement sorti un communiqué de presse. Ce comportement ne reflète pas nos valeurs. Nous traitons le sujet en interne. Et là, on voit que le monde du cyclisme et du MotoGP, c'est pas vraiment les mêmes. Adios. Alors il y en a d'autres qui ont simplement et purement tourné la page. C'est l'histoire de Sebastian Vettel. What made your decision final and Maybe I was drunk, I don't know. No, I know I was not drunk. Le quadruple champion du monde allemand a pris tout le monde de court en ouvrant son compte Instagram en juillet 2022 pour y publier cette vidéo. Talk is not enough, and we cannot afford to wait. There is no alternative. Il annonce sa retraite. Thank you, sir. Black and white, very serious. C'est l'écologie qui l'a poussé vers la sortie. Vettel a littéralement subi une véritable prise de conscience environnementale. Mais vous êtes un pilote de Formule 1, un des sports les plus émetteurs de CO2 au monde. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça fait de vous un hypocrite? Ça le fait. Ça le fait, et vous avez raison quand vous rigolez. Parce que c'est des questions que je me pose tous les jours. Je suis pas un scientifique. Il s'est mis à militer pour le climat, a construit des hôtels à abeilles, a ramassé les déchets dans les tribunes de Silverstone après la course et a visité des usines de captation de carbone en Islande. Mais il y a un problème majeur. Le sport automobile génère environ 256 000 tonnes de CO2 par an. Oui, j'adore piloter, j'adore la compétition, j'aime ce sport. Maintenant, en termes de choses qui viennent avec, on est très occupé en voyage dans le monde. Vous savez, on utilise beaucoup de ressources. Et alors bon, oui, c'est un conflit qui... C'est aussi quelque chose auquel je pense avant de dormir. Faire le tour du globe en jet privé pour piloter des moteurs thermiques commandités par des compagnies pétrolières n'était plus supportable pour lui. Il se sentait coupable, hypocrite. Il a dénoncé publiquement cette culture de la honte, expliquant qu'il ne pouvait plus justifier son métier face à la crise climatique et que les belles promesses de la Formule 1 n'allaient pas assez vite. Il a donc déposé le casque, devenant le premier pilote de l'histoire à stopper sa carrière pour ses convictions environnementales. Thank you for the support, thank you for all the messages, the letters, and all the love in general. So yeah, I will miss that, but it's been an absolute joy, throughout my career. So thank you. Mais attendez, j'ai gardé les deux histoires les plus invraisemblables pour la fin. Celles de pilotes qui en ont eu vraiment plein les bottes de leur sport. Je pense pas que Max Verstappen va aller aussi loin dans le délire, mais écoutez. Connaissez-vous Ricky Van Oppel? Si vous ne connaissez pas la Formule 1 des années 70, c'est normal. Ricky, c'était pas n'importe qui. C'était le grand arrière-petit-fils d'Adam Opel, ni plus ni moins que le fondateur de la célèbre marque de voitures allemande. Il est milliardaire, né à New York, élevé en Suisse, il avait tout pour lui. Au début de sa carrière, il a couru sous un faux nom pour masquer son identité. On remarquera que c'est la même technique qu'a utilisé Max Verstappen il y a pas très longtemps pour se fondre dans la masse en endurance. C'est pas des blagues, Max se faisait appeler Franz Hermann pour passer plus discret, ça c'est de l'anecdote cadeau. Franz Hermann. That sounds good. Bon, revenons à notre Rick. Il a un peu galéré, mais il arrive à entrer en Formule 1. Problème, il est nul. T'es mauvais! Mais genre, vraiment. Il échoue à se qualifier au Grand Prix de France 1994, alors Bernie Ecclestone le renvoie. À ce moment-là, n'importe quel milliardaire serait rentré dans les affaires, aurait racheté une écurie, mais pas Ricky. C'est drôle. Dégoûté par ce vide-monde, il a coupé les ponts de manière radicale. Il est parti vivre au plein milieu de nulle part, en Thaïlande. Ça va plus loin. Il s'est rasé la tête, a abandonné toute sa richesse et est devenu un moine bouddhiste de manière permanente. J'émets aucun jugement, juste, faut admettre que c'est radical. Il a totalement disparu de la vie publique. Aujourd'hui, on sait qu'il est encore en vie, mais sa localisation exacte est inconnue. Ses simples contacts avec le monde extérieur, y compris avec sa propre famille, se font via une simple boîte postale dont l'adresse n'est connue que par une poignée de ses proches. C'est vraiment une solution radicale de quitter la course. Je crois pas que c'est celle qui attend Max Verstappen. J'en ai une bien plus récente, laissez-moi vous parler d'Axel Pons. Hello, how are you? Alhamdulillah, very good. How are you, brother? Fine. Where are you from? Everywhere. A little bit from everywhere. Everywhere. Axel est le fils de Sito Pons, un double champion du monde légendaire de moto. Axel a lui-même couru pendant 9 ans dans la catégorie mondiale Moto 2 entre 2009 et 2017. Puis, il s'est cherché une courte carrière dans le mannequinat, des doutes, et en 2023, la rupture mystique.
6 years without shoes. 6 years without shoes. Du jour au lendemain, Axel décide de tout laisser derrière lui pour entreprendre un pèlerinage assez atypique. Il se met à marcher entièrement pieds nus. Il se lève à 5h du matin tous les jours, fait sa méditation, son yoga et marche. I've been 3 years walking. 3 years walking. 3 years walking, 15 months from Spain to Pakistan. I was born in Spain. Il a traversé l'Europe de l'Est, parcouru la Turquie pour finalement atteindre le Pakistan, à pied, avec un simple sac à dos et le strict minimum vital, dormant à la Belle Étoile. Son père a donc dû prendre la parole fin 2004 pour démentir les rumeurs disant qu'il avait été arrêté ou qu'il avait perdu la tête. This other life that I embraced when I was young, it just was not fulfilling. It was not satisfying. And now it's a completely different story. C'est radical. Max n'aime pas la F1, mais ça m'étonnerait qu'on le retrouve pieds nus en plein milieu des montagnes. Ou alors, c'est qu'il a bien craqué sur le règlement de cette année. C'était dingue de voir ces carrières qui partent dans tous les sens, comme quoi la vie n'est jamais écrite à l'avance. Ça, c'est peut-être une réplique que j'ai piquée à Retour vers le futur. Je suis en roue libre sur cette fin de vidéo. Que le futur n'est jamais écrit à l'avance, pour personne. Votre futur sera exactement ce que vous en ferez. Alors faites qu'il soit bon pour chacun de vous. En même temps, je trouve que ça conclut plutôt bien ce format, parce qu'en vrai, si Max Verstappen veut se faire plaisir ailleurs qu'en Formule 1, autant qu'il le fasse. Je veux dire, il a déjà prouvé que c'est le meilleur pilote. Et puis surtout, ce règlement, en vrai, il pose beaucoup de questions. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur les pilotes qui ont été voir ailleurs. Si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner, cliquez sur le bouton j'aime et laissez votre petit commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre ici ou sur tous mes réseaux. Ça me fait extrêmement plaisir. Bref, l'outro est super longue. Je vous fais des bisous et à bientôt. Là où on va, on n'a pas besoin de route.